En matière de grandes infrastructures hydrauliques, l'Afrique ne compte que 5% des grands barrages construits dans le monde. La construction de ces grands ouvrages constitue une composante clé des stratégies de développement basées sur la maîtrise de l'eau, particulièrement dans des pays faisant face aux incertitudes pluviométriques comme les pays sahéliens de l'Afrique occidentale. Ces grandes infrastructures hydrauliques se justifient entre autres par la production d'électricité pour les centres urbains, l'irrigation pour combattre les crises alimentaires, l'établissement d'un débit environnemental pour la régénération des écosystèmes. Mais leur construction engendre aussi tout un lot de conséquences et d'impacts difficiles à maîtriser s'ils ne sont pas pris en compte très tôt dans les processus de mise en œuvre. Pour essayer de répondre à cette préoccupation et de favoriser de bonnes pratiques, la CEDEAO a initié un dialogue régional sur les grandes infrastructures hydrauliques en Afrique de l'Ouest. La construction de ces infrastructures ne s'est pas toujours faite de la meilleure manière que ce soit. Donc, à notre avis, c'est important qu'on puisse minimiser les effets négatifs. Mieux vaut organiser un dialogue autour de ces questions et avec l'ensemble des acteurs et en regardant le cycle de projet, donc toutes les phases des projets, pour qu'au sortir, on puisse formuler des recommandations à l'attention des États et à l'attention des organes de bassin. Un panel d'experts indépendants a été constitué pour analyser les mécanismes de prise de décision à toutes les étapes de mise en œuvre d'un projet afin de ressortir des recommandations fortes pour l'élaboration d'une directive cadre. La société civile a également été impliquée dans la concertation avec l'appui de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, grâce notamment à des forums régionaux réunissant des représentants des 5 bassins fluviaux majeurs d'Afrique de l'Ouest. Les recommandations issues de la concertation menée par la CEDEAO s'articulent autour de 7 grands thèmes. Reconnaître le rôle essentiel que doivent jouer les organismes de bassin dans le développement et la mise en œuvre des projets de barrages à caractère transfrontalier. Certains fleuves, comme le Niger par exemple, traversent plusieurs pays. L'impact de la construction d'un barrage peut avoir des conséquences à des centaines de kilomètres en amont ou en aval. Ainsi, le delta intérieur du Niger et le système Fagibine, qui réunit 5 lacs interconnectés, seront affectés par la construction des barrages en amont. On a en tête que le système Fagibine se situe à l'aval de 3 barrages, dont 2 qui existent, c'est-à-dire Selengue, Markala, un en projet qui est Fomi, et qui se situe à l'amont du barrage de Taoussa qui est également en projet. Qui dit barrage dit impact, que ce soit négatif ou positif, et ces différents impacts n'ont pas réellement été bien évalués quant à leur influence sur le système Fagibine. Autre conséquence par exemple au Burkina Faso, où les lâchers d'eau du barrage de Bagré ont des incidences jusqu'au Ghana. Quand le barrage de Bagré est trop plein, donc nous faisons ce qu'on appelle un délestage d'eau. Et quand ça arrive là-bas, donc avec une forte pression d'eau, et si les gens ne sont pas informés, ça fait des ravages, ça fait des inondations. Prêter une grande attention aux bénéfices tirés des barrages par les populations locales affectées par leur construction. Dans la majorité des cas, la construction d'un barrage entraîne des déplacements massifs de population pour permettre de créer le réservoir. Ainsi, pour le projet de barrage de Kandadji, au nord-ouest de Niamey, au Niger, près de 38 000 personnes seront déplacées. Pour ce processus d'expropriation, pour cause d'utilité publique, il a même fallu amender des lois. Celle qui existait au départ n'était pas complète parce qu'elle ne prévoyait pas les cas de déménagement de grande envergure. C'est des lois de proximité des villes. Quand les villes vont s'agrandir, on conquiert des champs des gens, on les dédommage. Mais ça, c'est un peu facile parce qu'il y a un milieu urbain. Mais ici, nous sommes en milieu rural, où on ne peut pas offrir à chacun ce qu'on lui arrache. Puisqu'on ne peut pas lui arracher, on ne peut pas lui restituer l'attachement à la terre, l'attachement à ses parents, les cimetières. On ne peut pas les restituer. La loi dit que vous ne pouvez pas exproprier quelqu'un avant de l'avoir indemnisé. Ça veut dire que pour nous, les responsables qui ont en charge la construction du barrage ne prendraient pas les biens, les espaces des gens sans avoir déterminé l'indemnité et l'avoir effectivement payé. Au Burkina Faso, la construction du barrage de Bagré a aussi nécessité le déplacement des populations riveraines qui réclament aujourd'hui un partage équitable des bénéfices. Près de 3000 ménages se sont vus expulsés comme ça de la zone culturelle. Le barrage leur a amené beaucoup d'interdictions. Bon,
C'est là-bas qu'il y avait beaucoup de forestation. Ça amène que bon, maintenant il y a beaucoup plus de surveillance. Bon, et en compensation, il n'y a pas assez de mesures. Parce que les paysans vivent essentiellement de la terre et il n'y a pas de la terre. Accepter que tous les problèmes ne soient pas résolus dès le départ d'un projet et anticiper les facteurs de risque pour l'avenir. Le barrage de Diama a été construit sur le fleuve Sénégal, à quelques kilomètres de Saint-Louis, pour empêcher l'eau de mer de remonter dans le fleuve en saison sèche. C'est donc un barrage anti-sel qui a permis la création de plus de 120 000 hectares de périmètre irrigué. Mais la présence de l'eau douce durant toute l'année a eu des incidences sur les écosystèmes. Il y a eu plusieurs aspects, certains étant positifs, d'autres négatifs. Les aspects positifs, c'est que nous avons de l'eau douce en permanence, ce qui nous permet de réguler le niveau dont nous avons besoin ici pour la survie de la vie-faune et pour entretenir également la végétation. Seulement, cette présence d'eau douce s'accompagne également d'autres phénomènes tels que la prolifération d'espèces aquatiques envahissantes. Et le phénomène le plus remarquable, c'était la présence de la salade d'eau et de la salvignon. Et dans d'autres endroits, c'est le typha. Si la salade d'eau a pu être supprimée rapidement grâce à l'introduction d'un insecte, le typha, quant à lui, s'est développé de façon spectaculaire, au point d'empêcher l'accès au fleuve à ses populations riveraines, d'altérer la qualité de l'eau et de favoriser l'apparition de certaines maladies. Pour le moment, le seul moyen de s'en débarrasser efficacement, c'est l'arrachage mécanique. Au Niger, les bailleurs de fonds ont exigé que tous les aspects environnementaux soient mieux évalués et a commandité une nouvelle étude d'impact avant d'accorder les fonds pour la construction du barrage de Kandadji. Nous sommes dans une œuvre humaine, on ne peut pas tout prévoir. Mais il y a un volet dans le cadre du plan de gestion environnementale et sociale qu'on appelle gestion adaptative, ou du moins que nous avons intitulé gestion adaptative au changement climatique. Accompagner les acteurs pour que toutes les parties prenantes aient les capacités de jouer leur rôle. Au Burkina Faso, plus de 6 millions de personnes sont concernées par les eaux du Nakambé, qui alimentent le réservoir du barrage de Bagré. L'agence des eaux du Nakambé a été créée pour assurer la gestion intégrée et concertée des ressources en eau du bassin. Il y a les agriculteurs, il y a les éleveurs, il y a les pêcheurs, il y a les forestiers. Et chacun, à son niveau, a besoin de l'eau. Et dans les temps, chacun prélevait comme il l'entendait, sans concerter l'autre, sans savoir quel est le besoin de l'autre. Et on arrivait à des situations où il y avait des pénuries, où l'eau ne suffisait pas à tout. Alors la gestion intégrée viendra mettre fin à tous ces actes-là pour que l'ensemble de ces acteurs s'asseyent autour d'une même table, se concerter pour se déterminer un plan et agir conformément à ces plans-là. Cette gestion intégrée des ressources en eau, ça suppose un changement de comportement parce que c'est une approche nouvelle. On n'est pas habitué à ça. Optimiser la rentabilité des grands ouvrages hydrauliques en Afrique de l'Ouest. La création de barrages et de grands réservoirs d'eau permet également la création de périmètres irrigués. Avec le barrage, c'était la panique. Les gens croyaient que c'était fini. Avec l'aménagement de ce périmètre, ils ont vu vraiment que c'était vraiment une opportunité pour pouvoir reprendre les activités agricoles et cette fois-ci meilleures par rapport à la fois passée. Nous avons aménagé 3380 hectares et nous avons installé 1632 producteurs dans des villages. 23 villages ont été créés avec justement les infrastructures sociales d'accompagnement, les centres de santé, les écoles, un lycée, les routes, des forages, tout un ensemble de moyens pour que ceux qui sont là-bas puissent vraiment travailler dans produire dans de bonnes conditions. Le secteur de la pêche profite également de la création de grands réservoirs. Mais la ressource n'est pas inépuisable et doit être gérée en s'adaptant aux conditions nouvelles dues à la création du barrage. Aujourd'hui, il faut que les populations, les acteurs, les pêcheurs s'adaptent au contexte qui est le contexte de l'après-barrage qui est là maintenant, qui est on doit vivre avec le typha, donc on doit trouver aussi des solutions de gestion pour que aussi, parce que ça c'est notre métier. Bon, on ne peut pas le laisser, donc il faut qu'on s'adapte à la situation actuelle, mais aussi il faut qu'on nous aide aussi aux initiatives locales qui sont là. Collecter et partager les leçons apprises sur les barrages existants en Afrique de l'Ouest. Les situations du passé doivent permettre d'apprendre et d'améliorer les nouveaux processus. Dans la région de Kandadji, au Niger, pour expliquer aux populations de la région ce qu'est un barrage et quelles sont ses conséquences,
la coordination régionale des usagers du bassin du Niger a organisé un voyage d'études pour un partage d'expériences dans la zone du barrage de Sélingué au Mali. Nous les avons amenés et nous les avons mis en contact avec les populations qui ont vécu, il y a déjà quelques années, la même situation. J'ai été là-bas au barrage de Sélingué. J'ai vu des changements. Avant, ils n'ont pas des écoles. Maintenant, il y a des écoles, il y a la santé, il y a les pompes, l'électricité et puis leur aménagement. Avant, ils cultivent une fois dans l'année. Maintenant, ils cultivent 2 fois. Tu sais, ça, c'est un bénéfice. Adopter un cadre de référence régional pour la conduite des évaluations environnementales et sociales des futurs projets transfrontaliers. Ce processus n'est pas un processus de 20 ans ou de 30 ans, ni un processus de 50 ans, c'est un processus qui va durer sur 100 ans. Et ça, nous estimons qu'il est important, et très important, que la CEDEAO, avec l'UCN, contribue à approfondir le processus. C'est pourquoi nous avons dit qu'on a besoin d'un dialogue participatif, mais surtout d'un dialogue qui est durable. Les 59 bassins transfrontaliers que l'Afrique compte peuvent constituer des vecteurs de rapprochement, de dialogue, et qui dit dialogue dit paix, et qui dit paix dit stabilité. Il est possible, à travers ces espaces transfrontaliers, de créer une sorte de socle de prospérité et de croissance, mais qui n'appartient plus à un seul État, mais qui appartient à ceux qui peuvent dialoguer. Ma conviction est que le devenir de l'Afrique et du monde se jouera à l'échelon régional. Et ce dialogue-là doit avoir cela comme objectif à terme.